Bonjour et bienvenue. On est à quelques heures à peine de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le match que tout le monde attend, l'ambiance devrait à la fête, quoi. Et pourtant, on a mis la main sur un document qui franchement vient jeter un énorme pavé dans la mare. C'est un communiqué officiel de la Fédération sénégalaise de football. Il est daté de ce matin, 16 janvier 2026. Et ce n'est pas une petite note, hein, c'est une charge. Le texte parle de, je cite, vives inquiétudes et de dysfonctionnement. On va essayer de décortiquer un peu ça, de lire entre les lignes pour voir ce qui se joue vraiment en coulisses. Ah oui, c'est plus qu'un pavé dans la mare, là. C'est presque une grenade dégoupillée. Il faut bien comprendre la nature du geste. Un communiqué comme ça, public, à ce moment précis, ce n'est jamais anodin. C'est une démarche stratégique, une façon de prendre l'opinion publique à témoin. Quand la FSF s'adresse à la CAF et au comité d'organisation, elle fait pas que se plaindre. Non, là, elle met une pression énorme. Chaque mot est calculé. Notre but aujourd'hui, c'est de décrypter cette stratégie et de voir comment de simples problèmes de logistique peuvent cacher des enjeux bien plus profonds. Et ça commence très très fort. Dès le premier point, ça fait un peu froid dans le dos. Dispositif sécuritaire et accueil, là la fédération elle y va pas par quatre chemins. Elle déplore l'absence manifeste de dispositifs de sécurité adéquats. L'incident c'est à l'arrivée de l'équipe à la gare de Rabat. Faut imaginer la scène, les stars de l'équipe, les champions qui débarquent et se retrouvent dans une, je cite encore, promiscuité avec la foule, exposés à des risques incompatibles avec les standards d'un tel événement. C'est pas juste un bus en retard là, on parle de la sécurité des joueurs qui est rompue dès la première minute. C'est un départ catastrophique pour les organisateurs. On pourrait se dire, bon, c'est un raté, la ferveur a débordé, mais pour une finale de Cannes, l'imprévu, ça peut pas être une excuse. L'absence d'un plan B, d'un cordon de sécurité digne de ce nom, c'est une faute. Et psychologiquement, pour les joueurs, c'est très déstabilisant. Ils sortent du voyage, ils doivent être dans leur bulle, et le premier contact avec le pays hôte, c'est le chaos. Ça envoie un message terrible, le message que l'environnement n'est pas maîtrisé. Mais est-ce que c'est juste de l'incompétence? Ou est-ce qu'il peut y avoir autre chose derrière? On a du mal à croire qu'on puisse oublier de sécuriser une gare pour l'arrivée des finalistes. C'est la base, non? C'est la question qui tue. Idéalement, oui, c'est une erreur. Mais dans le contexte ultra compétitif du foot, une série de négligences, ça peut vite être interprété autrement. Sans faire de procès d'intention, le résultat est le même. L'équipe sénégalaise commence sa préparation dans un climat de méfiance. La sérénité, qui est essentielle, elle est déjà entamée. Et malheureusement pour eux, ça s'arrête pas là. Effectivement, la suite est tout aussi tendue. Deuxième point, l'hébergement de l'équipe nationale. Le communiqué révèle un truc assez dingue. Il a fallu une protestation officielle par courrier pour obtenir gain de cause. Et tout ça pourquoi? Pour obtenir un hôtel 5 étoiles. Le texte précise que c'est pour garantir les conditions de récupération requises. Le petit mot « finalement », un établissement a finalement été attribué. Ce « finalement », il est très lourd de sens. Il sous-entend qu'il y a eu une lutte. Ah oui, et c'est là que c'est fascinant. Le grand public pourrait voir ça et se dire « Oh là là, en caprice de star ». Exactement. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Un 5 étoiles pour des pros. C'est pas du luxe. C'est un outil de travail. Un centre de performance délocalisé. Ça garantit le contrôle sur absolument tout. Les matelas pour la récup, des cuisines privées pour la nutrition, des salles de réunion, des espaces de soins. C'est une bulle. Une vraie bulle de travail. Donc, si je comprends bien, l'hôtel qu'on leur proposait au départ ne remplissait pas ces critères. Apparemment, non. Le fait de devoir protester officiellement, ça veut dire que l'option initiale a été jugée comme potentiellement nuisible à la performance. Et ça, c'est une perte d'énergie folle. Au lieu de se concentrer sur la tactique, sur les joueurs, le staff doit se battre sur des questions administratives. Donc si on additionne l'insécurité à l'arrivée, puis la bataille pour l'hôtel, ça commence à ressembler à un parcours du combattant. Et c'est là que ça monte encore d'un cran. On arrive au cœur du problème sportif. Point numéro 3, site d'entraînement et reconnaissance du terrain. Et là, c'est peut-être le plus grave. La FSF annonce avoir notifié à la CAF son, je cite, refus catégorique de s'entraîner au complexe Mohamed VI. La raison, elle est simple et dévastatrice. Ce complexe, c'est le camp de base de l'équipe adverse. Pour la FSF, c'est un problème d'équité sportive. Là, on n'est plus dans la logistique. On entre dans l'éthique sportive. C'est une ligne rouge. Demander à une équipe de s'entraîner dans le jardin de son adversaire, c'est juste inconcevable. C'est vrai.
Il n'y a pas que l'aspect psychologique de l'envahisseur. Il y a des avantages concrets pour l'équipe qui est chez elle. La connaissance des repères, de la pelouse, du vent. Ce sont des micro-détails, mais mis bout à bout, ça crée un avantage. C'est évident. Attendez, mais refuser d'aller là où la cave vous dit d'aller, c'est un geste d'une audace folle. On risque pas des sanctions pour ça? C'est un pari risqué quand même. C'est un pari, c'est très risqué. Mais ça montre surtout à quel point ils se sentent acculés. C'est un acte de défiance qui dit « nous, la situation est trop grave ». Ils estiment que le préjudice sportif d'accepter est plus grand que le risque de sanction. Mais le plus hallucinant, c'est la suite. Le communiqué précise qu'à l'heure où on parle, la FSF n'a toujours reçu aucune proposition pour un autre site. Quoi? Donc en clair, le message des organisateurs, qu'il soit voulu ou non, c'est soit vous vous entraînez chez votre adversaire, soit vous vous entraînez pas du tout, à la veille d'une finale de Cannes. C'est exactement ça. On les place dans une situation impossible. Cette incertitude, c'est un poison. Où est-ce qu'on va s'entraîner? Quand? C'est un stress monumental qui vient s'ajouter à la pression du match. On est passé de la déstabilisation, on va dire, passive, à un obstacle actif, très concret. Et ce sentiment d'être un peu mis de côté, il ne s'arrête pas aux joueurs. Le dernier point est pour les supporters. Billetterie et accès au stade. La situation est qualifiée de préoccupante. La fédération donne des chiffres précis. Pour les officiels, seulement 2 billets VIP. Impossible d'en acheter plus. Et pour les supporters, les quotas sont jugés insuffisants. 300 billets en catégorie 1, 850 en catégorie 2. Tout a été vendu, mais la FSC dit que ça pénalise le public sénégalais. Ce point-là est capital. Ça montre que la fédération se bat sur tous les fronts. Elle ne défend pas que ses joueurs, elle défend la nation qu'elle représente. Une finale, c'est une fête populaire. Le concept du 12e homme, c'est pas un mythe. Bien sûr. Ça a un impact réel sur le moral, parfois même sur l'arbitrage. En limitant drastiquement les billets pour une des deux équipes, on prend le risque de créer un match à sens unique dans les tribunes. On a l'impression que chaque point est une brique de plus dans un mur. Que ce soit intentionnel ou juste une série de hasards malheureux, ça fait beaucoup de coïncidences, quand même. Ça fait beaucoup, oui. Ça pose des questions sur la transparence du processus. Pourquoi moins de place pour les officiels en finale qu'en demi? Pourquoi ces quotas si bas? Au-delà de l'impact sportif, le symbole est très fort. Le message perçu, c'est que la fête ne sera pas totalement partagée. C'est un peu dommage pour ce qui devrait être un moment de communion, non? Absolument. Et face à cette accumulation de problèmes, comment est-ce que le communiqué se termine? Quelle est la porte de sortie? La conclusion, c'est un appel à l'action, très direct. La FSF et la Jolie appellent la CAF et le comité d'organisation locale à prendre toutes les mesures correctives immédiates. C'est pas une demande, c'est une exigence. Mais ce qui est très habile, c'est la justification. Elle dit pas « réglez nos problèmes », elle dit qu'il faut agir pour, je cite, « garantir le respect des principes de fair play, d'égalité de traitement et de sécurité ». C'est une façon de prendre de la hauteur, en quelque sorte. Exactement. En invoquant ces grands principes, la fédération se positionne plus en victime, mais en gardienne des valeurs du sport. Elle dit en gros, ce n'est pas un problème sénégalais, c'est un problème pour l'intégrité du foot africain. Et ça, publiquement, c'est très intelligent. Ça rend une réponse négative des organisateurs beaucoup plus difficile à justifier. Donc si on fait le bilan, on a une escalade qui est assez préoccupante. On part d'un problème de sécurité physique, on passe à une bataille pour des conditions de travail, on arrive à un conflit sur l'équité sportive et on finit avec le sentiment que même les supporters sont pénalisés. C'est une accumulation qui jette une ombre très très sérieuse sur cette finale. C'est une ombre immense. Et tout ça, ça nous ramène à la question de départ. La question qui reste en suspens. Ce communiqué, il sort au moment le plus stratégique possible. Alors, au-delà de la volonté qui est sûrement légitime de régler des problèmes concrets, quelle est la véritable intention derrière une publication aussi explosive? Est-ce que c'est seulement pour trouver des solutions en urgence, ou est-ce que c'est aussi et peut-être surtout une arme psychologique? Une façon de souder un groupe contre l'adversité, de le galvaniser, tout en mettant une pression insoutenable sur les organisateurs et sur l'adversaire, juste avant le coup d'envoi. La réponse